Je vous propose de commencer. Je suis très contente de voir que nous sommes nombreux aujourd'hui, malgré le sujet, qui paraît, très technique. Alors et d'ailleurs le sujet, ce sont des nouvelles normes et règles européennes en matière de construction de remorques et de semi-remorques. Alors la personne, l'expert d'aujourd'hui, c'est Benoît Daly, le secrétaire général de la FSC Constructeurs. Alors Benoît, c'est à toi la parole. Merci Olga. Je vais rectifier tout de suite une chose, c'est que je ne me qualifierai pas d'expert. J'ai modestement quelques connaissances à partager avec vous, ce que je propose de faire avec un support de présentation d'abord, et puis ensuite d'échanger, si vous en êtes d'accord, pour poser quelques questions sur les éléments qu'on va évoquer. Euh, pour préciser, la FFC Constructeurs, je représente les carrossiers constructeurs, un peu plus de 400 entreprises qui représentent à peu près 85% des véhicules qui font l'objet d'un carrossage ou d'un aménagement en France, qui sont des industriels français, pour certains même qui ont des implantations à l'étranger. On présente aussi quelques membres associés qui sont des constructeurs, la quasi-totalité des constructeurs, que ce soit en véhicules utilitaires légers comme en poids lourds, qui nous ont également rejoints. Bon, je vous propose de dérouler la présentation de la façon suivante. D'abord, évoquer le contexte réglementaire, mais je ne veux pas vous assommer sur le sujet. Puis vous expliquer avec quelques slides ce qu'est Vectos Trailer, comment ça s'utilise, en quoi ça consiste. Et puis, je crois que c'est le point essentiel, les points de vigilance, parce qu'ils sont nombreux et ils ont un impact direct potentiellement pour vos activités, pour vos entreprises. Et puis ensuite, de passer un moment d'échange si ça vous convient. En termes de contexte réglementaire, on est comme beaucoup de secteurs pris dans une logique qui est de réduction des émissions de CO2. Et je vous passerai le lien si vous souhaitez pour avoir une vue d'ensemble des objectifs qui nous sont fixés. Je passerai le lien à Olga qui vous le rediffusera. L'objectif, c'est de réduire les émissions de CO2 liées aux remorques et semi-remorques. Alors, il y a un petit film qui existe que l'on a élaboré avec un certain nombre de nos confrères au niveau européen qui sont réunis au sein du CLCCR, qui reprend un petit peu les grandes lignes et qui résume en quelques minutes. Ça vous donne une vue d'ensemble de la problématique et vous retrouverez ces éléments sur YouTube. Alors, dans quel contexte global on se trouve? On n'est pas épargné par les objectifs européens visant à la décarbonation. Alors le coup est parti relativement tôt. Dès décembre 2019, on identifie que d'ici 2050, la Commission européenne veut diminuer les émissions de CO2 et notamment ceux liés au transport, avec un objectif 2050. Ce qui est précisé en deux temps, en septembre 2020 puis en juillet 2021, parce qu'il viendra Fit for 55, c'est-à-dire une réduction des émissions de CO2 par rapport à l'année de référence 1990 de 55%. Et ça devient aujourd'hui un motto, une lettre, la lettre de mission permanente et la plus haute de la Commission européenne dans tout ce qu'elle fait, c'est cette réduction des émissions de CO2. Jusqu'à arriver en mai 2022 avec Repower EU qui vise à accélérer l'extension des énergies renouvelables, ce qui a forcément un impact pour l'intégralité du secteur. Alors, on est dans une logique de décarbonation qui touche à peu près tous les secteurs. On est touché à plusieurs titres en tant qu'industriel, à la fois à travers les sites industriels qui sont gérés par nos adhérents, et par ailleurs par les produits qui sont touchés directement par les questions de décarbonation. L'objectif étant d'étendre pour la Commission européenne l'intégralité du scope des décarbonations. C'est l'objectif de Fit for 55 qui est décliné. Alors comment ça se traduit très concrètement pour nos entreprises? C'est qu'aujourd'hui, vous avez un objectif de décarbonation qui est jusqu'à présent touché uniquement
les light duty vehicles, c'est-à-dire les N1 jusqu'à 2,86, c'est-à-dire avec des objectifs de réduction de 15% pour les light duty vehicles entre 2025 et 2029 par rapport à une période de référence 2019-2020 à cheval sur 2 ans. Et puis sur les véhicules lourds, mais uniquement sur les véhicules motorisés. C'est ce que certains ont résumé par le terme vecto. Vecto étant l'outil de mesure en fait des émissions de CO2 produites par les véhicules équipés d'un moteur, avec un objectif toujours de 15% des émissions de CO2 sur la période 2025-2029, puis à partir de 2030, des réductions de l'ordre de 30%. Tout ceci étant assorti de pénalités non seulement incitatives, mais extrêmement punitives et extrêmement dissuasives, ce qui conduit tous les constructeurs aujourd'hui à proposer des véhicules électriques. Les véhicules électriques étant en plus comptés double pendant au moins la première période, de façon à inciter au maximum la réduction des émissions de CO2 des flottes de poids lourds. Ceci concernait les véhicules de type N2, N3, un PTAC supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que bien sûr les tracteurs en 4.2 et 6.2. Et ce que propose la Commission européenne, c'est d'étendre ce dispositif, et c'est l'objet de la révision d'un règlement qui s'appelle le règlement 2019-1242, qui vise à étendre le scope, et vous le voyez sur la partie droite, au-delà de la bande orange qui divise l'écran, étendre le scope à d'autres types de véhicules, et notamment ce qui va concerner les remorques semi-remorques. Alors, je passe sur le cas des bus et cars qui fait l'objet d'une discussion distincte, et je pense que ça ne vous intéresse pas forcément spécifiquement, mais voilà ce que ça donne. Si on zoome particulièrement pour les remorques semi-remorques, l'objectif est de réduire les émissions des semi-remorques, donc les véhicules de type O3, O4, qui sont à partir de 8 tonnes, avec une carrosserie de type parallélipédique, c'est-à-dire en gros un gros Lego, une grosse boîte, et qui fait un maximum de 3 essieux, c'est-à-dire à partir de 2030, l'objectif c'est de réduire les émissions de CO2 de ces véhicules de 15% par rapport à une période de référence qui sera prise entre juin 2015 et juillet 2025 et juillet 2026. Pour les véhicules de type remorque, on est sur du O3, O4 également, mais la réduction cible étant de moins 7,5%, toujours à partir de 2030. Alors, on a identifié également parallèlement, ça vous intéresse nécessairement, dans ce tableau, les réductions qui sont ciblées pour les véhicules de type N2 et 3, sachant que le crantage est avancé, on est passé de 7,5 tonnes à 5 tonnes pour les véhicules, et les tracteurs et les porteurs sont étendus au 4.2, 6.2, 6.4, 8.4, avec des objectifs qui sont revus, non pas pour la période 2025-2029, ce serait trop tard quelque part en termes de R&D, mais pour le 2030, objectif moins 43%, 2035-2040, moins 64%, et à partir de 2040, la réduction serait de 90%, toujours par rapport à une période de référence qui a été prise entre 2019 et 2020. Alors, vous noterez tout de même quelque chose qui est assez symbolique et qui, dans un premier temps, nous a choqués, c'est que les véhicules qui sont équipés de moteurs, autant on peut jouer sur les émissions de CO2, notamment en passant par des moteurs électriques, autant des semi-remorques et des remorques qui n'ont pas de moteur à part entière, c'est assez contre-intuitif de leur affecter des émissions de CO2. Mais on va voir dans quelle mesure la Commission s'est attachée à considérer que tout participait aux émissions de CO2, y compris les remorques, semi-remorques qui sont tractées par des véhicules motorisés. Alors, sont considérés dans la proposition d'amendement du règlement 2019-1242, d'abord les véhicules moyens, les bus, les carrosseries de type boîte, qui sont sur des châssis type N2, N3, qui sont pris en compte, prise en compte du carrossage spécifique, et puis également tout ce qui va concerner l'EMS, les European Modular System, et les remorques, semi-remorques en dehors du scope.
Alors, je vais peut-être passer rapidement sur ces éléments réglementaires précis, parce qu'ils définissent en fait et sont complémentaires de la révision. C'est ce qui va déterminer en fait les émissions, ce qui va encadrer l'utilisation des outils intégrés que il y a bien un nom qui est commun, c'est Vecto. C'est celui qui va être utilisé pour le calcul des émissions de CO2 des véhicules motorisés. Et Vecto Trailer ne prend en considération que les véhicules qui sont de type remorque ou semi-remorque, donc non motorisés. Tout ceci donne lieu à des définitions extrêmement précises par trois règlements qui ont été définis entre 2019 et 2022, qui partent du règlement 2017-2400, qui détermine les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds. C'est un élément tout à fait indispensable pour encadrer les émissions des poids lourds. Pour ce qui concerne les remorques, semi-remorques, on rentre dans un autre champ. C'est à la fois la 595-2009 qui concerne la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires, mais avant tout, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, pour les remorques, semi-remorques, c'est la 2019-1242 qui établit les normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs. Alors, je passe rapidement sur ces éléments qui sont très détaillés en termes de règlement pour vous parler du calendrier d'application de cette réglementation. L'objectif de la Commission européenne, c'est d'établir les émissions de CO2 avec une période cible, sachant qu'à partir du 1er janvier 2024, les carrossiers constructeurs auront l'obligation d'utiliser un dispositif qui s'appelle un logiciel fourni par la Commission européenne, établi avec un certain nombre d'organismes, notamment l'IDIADA, qui est l'équivalent espagnol de l'UTAC, et avec TU Graz, qui est une université autrichienne, un logiciel qui a été élaboré assez longuement, qui permet de calculer les émissions de CO2. À partir du 1er janvier 2024, les carrossiers constructeurs auront la possibilité de fournir un dossier d'information client qui sera obligatoire pour les remorques neuves immatriculées qui sont concernées, qui rentrent dans le champ d'application. En revanche, ce qui est un point essentiel pour nous, à partir du 1er juillet 2024, l'immatriculation, la vente, la mise en service des véhicules sera interdite si on ne remplit pas cette condition de fourniture de dossier conforme au règlement 2022-1362, et c'est ce qu'on appelle la certification CO2, donc qui donnera lieu à l'émission d'un document. Peu importe la donnée qui sera dedans, c'est la remise du document qui sera obligatoire concomitamment avec la vente du véhicule. Alors, sont entamées par ailleurs des discussions qui sont en train de se finaliser, puisqu'elles sont en train de passer au Parlement devant 3 commissions. Il ne reste plus que 2 commissions qui doivent se prononcer sur le projet de révision du règlement UE 2019-1242 qui va établir les conditions à partir de 2030 et qui va nous donner de la visibilité et qui précisément sont en train d'indiquer des objectifs de réduction de CO2, comme je vous l'indiquais, de moins 15% pour les semi-remorques par sous-groupe et par constructeur, et pour les remorques de moins 7,5%, toujours par sous-groupe et par constructeur. Avec une période de référence qui va être prise donc sur un an, entre juillet 2025 et juin 2026. Donc vous voyez, les choses vont s'enchaîner assez rapidement à partir du mois de janvier 2024. Il est à 3 mois de cette échéance. Le logiciel n'est pas forcément dans sa version tout à fait finale. Toutes les conditions ne sont pas réunies, mais la Commission européenne avance à marche forcée et avance déjà avec des objectifs de réduction qui s'amplifient. On voit dans le tableau qui est ici, qui est celui du projet de révision, ce qui se passe en termes de véhicules concernés et ce qui nous est donné comme objectif. Alors, dans un premier temps, on est comme les constructeurs de véhicules motorisés, tracteurs et véhicules porteurs. On est avec des objectifs qui ont été fixés, mais qui, comme on le voit pour les véhicules motorisés, ont évolué dans le temps. On est passé de moins 15, moins 30 à un moins 15, moins 43% potentiellement. Donc on est quand même relativement vigilant par rapport à cette annonce de la Commission européenne qui prévoit un moins 7,5%.
je dirais, ad vitam aeternam, ainsi que pour les semi-remorques de moins 15%. C'est quand même un premier point de vigilance. Alors, pour information, on est actif pour essayer d'infléchir un petit peu ces positions, notamment avec nos confrères allemands et au niveau européen, de façon à ce que ces objectifs atteignent des niveaux beaucoup plus réalistes. Alors, pour précision, et ça concerne un certain nombre d'entre vous, on a des véhicules qui vont rentrer dans le scope, qui, comme je le disais, sont des véhicules de type parallélipédique, sont des remorques, des carrosseries de type fourgon, hors EMS, de type O3, O4, avec des masses qui sont conformes, donc avec des dimensions européennes, avec des codes de carrosserie qui sont définis, et sont pour l'instant, j'insiste sur le terme pour l'instant, parce que on verra tout à l'heure que la Commission européenne n'a de cesse que de vouloir augmenter le scope, sont exclus un certain nombre de véhicules qui ne sont pas équipés d'une carrosserie de type fourgon, les véhicules de type O3 inférieurs à 8 tonnes, les véhicules qui sont conformes aux règles nationales mais pas conformes aux règles européennes, etc., etc. Les véhicules de plus de 4 mètres de haut, tout ce qui va être des bennes, des citernes, etc., pour l'instant sont hors champ, mais la Commission européenne a déjà déclenché les budgets nécessaires pour étoffer le scope de traitement du logiciel. Et on voit bien que l'objectif, c'est d'embrasser le plus largement possible et d'aller au-delà des simples caisses de type cubique. On voit que les principes, alors je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, les principes de Vecto, c'est de prendre en compte de Vecto Trailer, c'est de prendre en compte un maximum de types de configuration et typiquement de prendre par exemple un porteur 4.2 cabine sans couchette, mais vous avez aussi avec couchette, en 6.2, en 4.2, etc. Toutes les typologies de véhicules, y compris de type porteur, sont prises en compte. Alors, pour ce qui est de Vecto pur pour les véhicules qui sont de type porteur, ce sera une configuration type, mais bien sûr, c'est beaucoup plus raffiné quand on parle des véhicules qui sont de type remorque ou semi-remorque. Alors, l'objectif de Vecto Trailer dont je vous parle depuis tout à l'heure, et son principe de fonctionnement, c'est de rentrer des données propres à chaque véhicule et de le comparer par rapport à une semi-remorque ou une remorque de référence et d'en déduire un ratio d'efficacité par rapport à un véhicule type. En gros, ça va donner un chiffre qui reflète les émissions de CO2 qui sont exprimées de façon variée, de façon à ce que, au moins sur le papier, l'acheteur du véhicule puisse comparer la performance environnementale du véhicule qui est tracté par un véhicule motorisé par rapport à une semi-remorque ou une remorque de référence. L'objectif étant de outperformer, bien sûr, le véhicule de référence de façon à ce que les émissions de CO2 soient réduites au possible. Notez que la Commission européenne a pris le parti de saucissonner, entre guillemets, les émissions de CO2, c'est-à-dire que si vous avez un véhicule, un tracteur électrique, par exemple, il faudra de toute façon avoir les émissions induites par la remorque semi-remorque. C'est-à-dire qu'un véhicule dit zéro emission véhicule, un véhicule à émission zéro, sera de toute façon considéré comme distinct de ce qui est tracté, et donc il y aura des émissions de CO2 qui seront associées. C'est là aussi un petit peu contradictoire, mais c'est la logique qui a été prise par la Commission européenne. Alors, la remorque de référence, elle doit refléter une configuration type des technologies actuelles, c'est-à-dire au moins de la période 2025-2026, pour chaque groupe de véhicules. Elles ont déjà été établies, ces caractéristiques, et elles seront variables en fonction de la masse, des dimensions, du coefficient de pénétration dans l'air, du CX, du volume de chargement, de la charge utile, ainsi qu'un certain nombre de cycles qui sont prédéfinis. Alors pour ce qui concerne les simulations qui sont effectuées par Vecto Trailer, en fait, ça ne vous sort pas un seul chiffre, ça vous sort 12 simulations qui sont 6 simulations qui sont avec la remorque spécifique, la vôtre en cunier, celle qui va être produite par le carrossier constructeur, et puis 6 simulations
en regard, qui sont celles de la remorque de référence. Et on va avoir un chiffre qui va être, pour chaque typologie de simulation, pour chaque typologie de mission, pour la longue distance avec une charge utile faible et une charge utile dite représentative, et la même chose pour un trajet régional avec une charge utile faible, une charge utile représentative, idem pour un trajet urbain, etc. Donc 6 simulations qui sont produites par Vecto Trailer Tool et qui vous donnent donc les chiffres correspondants. La semi-remorque dite de référence, elle a été déjà définie avec un certain nombre d'éléments. Et on rentre ces données, donc de dimension, de masse, etc., de typologie de pneumatique, des valeurs de traînée aérodynamique, le SCX. On rentre ça en considérant qu'il y a un véhicule tracteur type générique qui tracte le véhicule. Sont pris en compte à ce stade les véhicules de type caisse bâchée, donc les véhicules bâchés, 0,6, les véhicules avec des ridelles rabattables ou des bâches, donc les type 32, les caisses rigides, donc les fourgons, type 0,3, les carrosseries aménagées au moyen de cloisons isolées, mais pas pour maintenir la température en température dirigée, donc les types 0,5, et puis enfin les caisses réfrigérées qui font l'objet d'un traitement distinct, donc 0,4, qui sont des carrosseries et donc avec des températures intérieures dirigées, avec des cloisons isolées, des largeurs spécifiques, etc. Pour la remorque à timon, là, c'était pour les semi-remorques. Pour les remorques à timon, on a une approche qui est similaire et qui va rentrer dans les détails, les typologies du véhicule. Idem pour les remorques à essieu central qui font l'objet donc d'un traitement aussi distinct pour lequel on va rentrer les typologies de carrosserie pour avoir ces éléments. Alors, l'outil VectoTrailer, pour lequel on est en train de former nos adhérents, va sortir 2 fichiers. Un fichier qui est destiné à l'enregistrement par le constructeur, qui doit le conserver pendant 10 ans, avec toutes les spécificités, tout ceci pouvant être audité et va être audité par la Commission européenne ou par des gens mandatés par la Commission européenne. Et puis un deuxième fichier qui vous intéresse davantage, qui est destiné à l'information du client, qui vous donnera les éléments liés aux émissions de CO2 des véhicules. Avec 2 éléments, comme je vous l'indiquais, un ratio dit d'efficacité, efficiency ratio, qui est lié à la remorque par rapport à la remorque de référence, et un autre qui est utile pour comparer par rapport aux remorques, à la remorque type, entre guillemets, et puis un autre ratio qui est dans le cadre des émissions de CO2 produites par l'utilisateur, et c'est dans le cadre de votre calcul des émissions de CO2 pour l'ensemble du véhicule et l'empreinte carbone des transporteurs. Alors, le document va se présenter de la façon suivante. Pour chaque véhicule, et je dis bien pour chaque véhicule, il faudra produire une attestation, un enregistrement de ce type qui suivra donc la vie du véhicule, les résumés des données d'entrée avec les émissions, avec les dimensions, etc. Et en données de sortie, vous avez les simulations qui correspondent à la distribution longue haul, donc longue distance, la distribution régionale ou la livraison en milieu urbain, qui vous donne donc les 12 typologies que je vous indiquais, qui permet d'avoir notamment parmi elles les 6 simulations qui correspondent à celles attendu pour le véhicule en question. Ceci vous donne une synthèse qu'il faut savoir interpréter. Alors, qui donne un résultat qui est exprimé donc en ratio, donc un 0, quelque chose. Alors, si c'est 1, quelque chose, c'est que c'est que le véhicule est moins bon que la référence.
et qui vous donne donc en fonction de, alors tout ceci est en des acronymes en anglais, mais qui vous donne la Long Haul Regional Distance ou Urban Delivery, qui vous donne le ratio pour chaque véhicule, qui donne donc les émissions de CO2, le ratio d'émissions de CO2. Et on voit en bas, tout en bas, un code d'encryptage qui est propre à chaque document. La Commission européenne ayant forcément des craintes pour la falsification de ces éléments, ça permet précisément aux contrôleurs de reproduire exactement et de ressortir exactement le document avec ses propres outils de vérification, un peu comme un code barre ou un code qui est unique, qui correspond à chaque véhicule et qui permet de ressortir le document de façon à éviter la production de faux, bien sûr. Alors, élément sur lequel j'attire votre attention, et c'est là où il y a une vigilance pour les acheteurs de véhicules que vous représentez, ce sont les effets délétères de cette mesure, en fait. Quand on essayait avec un de nos partenaires, la société Krone, produit pas loin de 35 000 véhicules par an. En gros, c'est à peu près la production. C'est un peu moins que la production française, mais on n'est pas loin. On est en partant d'un véhicule standard, une semi-remorque standard, on est à une consommation induite par le véhicule qui est de l'ordre de 28,2 litres au 100 km. Et ensuite, on a essayé de tirer l'élastique le plus loin possible en réduisant d'abord la masse. 450 kg, c'est déjà une performance de réduire de 450 kg la masse d'une semi-remorque. Vous imaginez bien que, comme tous, hein, que ce soit la société Krone ou autre, tout le monde a essayé d'optimiser le poids déjà et on n'a pas attendu la Commission européenne pour le faire. C'est la volonté du marché, c'est une attente forte et 450 kg, c'est déjà une réduction significative. Avec 450 kg en moins, on gagne 0,71% de consommation sur le véhicule. Ce qui ferait moins 0,95% d'émissions de CO2. Si on réduit ensuite la hauteur du véhicule, c'est à 4 mètres, on l'a réduit de 100 mm. C'est pas forcément ce que souhaite le client, mais c'est pour simuler bien sûr ce que ça donne. En termes d'impact, on arrive à réduire les émissions de CO2 de 1,72% en plus. Hein. Bien sûr, ça, c'est en rajoutant bien sûr la réduction de poids. Hein. Tout ceci étant cumulatif. Ensuite, si on rajoute des appendices aérodynamiques, des skirts, on arrive à moins 3,09%, sachant que bien sûr ça induit des problèmes opérationnels au quotidien, etc., des mises à quai qui sont ou des choses qui peuvent être un peu compliquées, notamment si on rajoute des TRF, c'est-à-dire vraiment c'est des appendices aérodynamiques arrière, on arrive à moins 4,92%. Si vous rajoutez en plus les pneus les plus performants en termes d'amélioration, de réduction de frottement, les Goodyear K-Max que assez peu de transporteurs veulent. Objectivement, on en voit assez peu sur la route, mais c'est les plus performants. On arrive à moins 6,39%. Et si vous rajoutez un essieu relevable et directionnel, vous arrivez au total, et là vous avez vraiment tiré l'élastique très très loin, vous arrivez à moins 7,03%. Et par rapport à une réduction de 15%, il reste encore 8% du chemin à faire. Alors 8%, ça a l'air de rien, mais ça représente, c'est assez considérable. C'est 4 grammes de CO2 par tonne kilométrique, ce qui correspond, et ce qu'il faut multiplier par aujourd'hui 4250, mais en réalité plutôt 6000. Si on multiplie par le nombre de véhicules vendus, la société Krone, qui produit 35 000 véhicules, doit sortir 595 millions d'euros déboursés sous forme de pénalité auprès de la Commission européenne à travers cette mesure. Voilà, l'objectif de 15% d'émissions de CO2, très concrètement, comment ça se traduit? Pour une semi-remorque, autant dire que la société Krone se pose la question de savoir s'ils doivent continuer
à produire des véhicules à partir de 2030. Et la décision, pour l'instant, suspend de la part des directions des différents groupes parce que les objectifs qui sont fixés par la Commission européenne sont proprement intenables. C'est le cas pour tous les producteurs aujourd'hui de remorques, semi-remorques, au vu des décisions et du projet proposé par la Commission européenne. Alors, on a regardé si on pouvait négocier, entre guillemets, d'autres euh, éléments d'amélioration qui permettraient éventuellement de gagner en émissions de CO2. Alors, on pourrait rajouter d'autres appendices aérodynamiques. Pour l'instant, c'est sujet, bien sûr, à des vérifications sur le terrain. Par exemple, jouer sur l'aérodynamique sous le véhicule, c'est 0,5 points. Mais on va chercher, il nous faut chercher les 8% qui manquent par rapport à un véhicule déjà ultra optimisé et qui ne correspond pas forcément aux attentes du client en termes d'utilisation. Si on a des pneus plus efficients, on peut aller chercher bien sûr un peu plus. On peut aller aussi sur le monitoring de la pression des pneus, le Tire Pressure Monitoring System, le TPMS, c'est un point potentiellement sur le papier. On peut aussi aller chercher d'autres éléments, type prise en compte notamment de l'utilisation des véhicules qui sont à un usage intermodal. Bon, ça peut être aussi des éléments sur lesquels on peut négocier avec la Commission européenne. Et puis les gains de poids peuvent aussi être, on a pris en compte 450 kg, on peut peut-être atteindre 500 kg, mais on n'ira pas très très au-delà de ce qu'on sait faire. Pour autant, les échanges avec la Commission européenne sont assez édifiants. Je ne vais pas rentrer dans les détails du type de véhicule qui a été pris en considération, mais en gros, c'est un véhicule destiné à faire à rester dans les clous du modèle européen, c'est-à-dire du 40 tonnes, avec des pneus standards, que ce soit en remorque ou semi-remorque. Et en gros, la Commission européenne nous dit, regardez, ça, c'est un élément produit par la Commission européenne, regardez, on peut facilement atteindre la réduction de 15%. Il suffit de réduire le poids de 25%. Alors, on arrive à 16,7% d'augmentation. Donc, vous voyez le type de discours que l'on a en face de nous avec des gens qui ne réalisent pas que on a déjà des véhicules qui sont extrêmement légers et qui avancent des données qui sont proprement hors sol. Donc c'est l'une des difficultés que l'on a à affronter aujourd'hui. Et c'est le dernière colonne du tableau, c'est d'avoir ce type de discours en face de nous avec effectivement des réductions de CO2 qui sur une fiche Excel sont parfaitement louables, mais dans la réalité absolument inatteignables. Alors, il existe d'autres pistes que celles que j'ai évoquées, notamment le fait d'avoir des essieux motorisés qui vont faciliter, réduire les émissions de CO2, notamment lors des déplacements et notamment en urbain. Pour autant, c'est du poids supplémentaire. Et puis, accessoirement, c'est 35-40 000 euros de coûts supplémentaires sur l'achat du véhicule. Les approches sont assez similaires pour les remorques. Donc, on voit sur un drawbar trailer, pour atteindre les objectifs de 15%, alors de 7,5%, il faut réduire le poids du véhicule de l'ordre de 10%. Plus rajouter, bien sûr, de l'aérodynamique ultra performante pour lequel on a de sérieux doutes. Quand je dis on, c'est pas uniquement la FFC constructeur, c'est l'ensemble des organisations professionnelles qui représentent les carrossiers constructeurs. Et nos confrères allemands, qui sont le premier pavillon en Europe, sont éminemment inquiets, mais on n'est pas, bien sûr, on n'est pas loin d'être aussi dans la même position. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le contexte que l'on a actuellement, qui vous touche bien sûr, parce que ça a forcément une incidence sur vos investissements, sur les perspectives. Il est clair que
D'ici la période de référence 2025-2026, il ne va pas se passer grand-chose. À la rigueur, on a presque intérêt à avoir des véhicules qui sont peu performants. Mais la recherche et développement et la mise en œuvre des mesures qui sont souhaitées par la Commission européenne conduisent tout droit à avoir des véhicules qui forcément vont être beaucoup plus complexes à produire, à concevoir, et avec un certain nombre de dispositifs qui les rendront forcément plus chers à l'achat. Olga, je propose qu'on passe à une phase de questions-réponses. Bah, c'est très bien. Merci Benoît. Oui, une équation difficile à résoudre, sauf avec des dommages collatéraux pour les constructeurs, enfin, les carrossiers et leurs clients. Alors peut-être donner la parole aux clients, qui sont les transporteurs. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez des questions ou des partages à faire? Je dirais au-delà du constructeur, quid des véhicules qui sont carrossés en 2 parties? Je pense, une open box Hmm. par exemple sur un châssis laissé ouvrir. Qui est-ce qui déclare le vecto? C'est le dernier, c'est celui qui effectue la mise à la route et qui procède à l'immatriculation du véhicule. Peut-être en termes de calendrier. Donc j'ai entendu que c'était déjà devant le Parlement et 2 commissions, les dernières commissions vont se prononcer. Oui. Alors, quelle est la couleur de ces commissions? Est-ce que tu as une idée de leur position? Alors plus elles sont vertes, plus c'est périlleux. Et il y a 2 commissions qui doivent se prononcer, c'est la commission ITRE et la commission ENVI. Alors, on est en train d'agir auprès des parlementaires européens qui sont concernés. Les signes positifs sont que la commission, enfin la première commission qui s'est prononcée a un peu infléchi la position sur les tracteurs et sur les caribus. Elle n'a rien touché sur les véhicules de type remorque et semi-remorque, malheureusement. Alors malheureusement ou heureusement peut-être, parce que ça nous dissocie et ça montre qu'on est sur une problématique qui est distincte. Et ça nous laisse espérer que les 2 autres commissions vers lesquelles on s'est concentré prendront en compte la problématique, parce qu'il y a une problématique de disponibilité de matériel, bien évidemment. Il y a une problématique économique, il y a une problématique sociale qui sont associées. S'il n'y a plus de véhicules à tracter, alors on sait que la durée de vie des véhicules peut être assez longue, hein, pas de doute là-dessus, sauf sur certaines catégories où il y a des cycles de vie, notamment pour les véhicules frigorifiques, pour lesquels il y a forcément une inquiétude supplémentaire. Et est-ce que tu connais la position du Conseil? Donc je rappelle que le Conseil, il représente les États membres et souvent ils ont une position plutôt plus réaliste parce que derrière, ils sont conscients des intérêts nationaux et là, on parle des industriels notamment. Alors, la position du Conseil n'est pas forcément connue, on sait celle des États. Très clairement, celui de l'État allemand et de l'État français, qui sont assez en phase. L'objectif est d'atteindre, pour eux, de rester cohérent avec l'objectif de Fit for 55, tout en aménageant en termes de calendrier quelque chose d'un peu plus réaliste. Alors, on décalerait de 2030-2035, faut pas rêver, mais peut-être des niveaux, inférieurs d'objectifs qui seraient plutôt de l'ordre de 5,5% ou 7,5% respectivement. Mais on reste quand même à des niveaux qui sont élevés, hein, par rapport à des véhicules qui sont déjà optimisés, sur lesquels les leviers sont relativement faibles. On n'a pas le moteur, on n'a pas de moteur, on peut pas jouer là-dessus. Donc on est sur des éléments qui nous poussent à négocier avec la Commission européenne pour que soient pris en compte davantage de facteurs d'émissions, de réduction d'émissions de CO2, que je vous ai listé tout à l'heure. Bonjour, j'ai une question. Vincent Leduc de Chocofrin. Bonjour, monsieur. Qu'advient-il? Bonjour. Merci déjà pour la présentation, parce que c'est vrai que c'est assez complexe à appréhender. Pour ce qui concerne les parcs existants, est-ce qu'ils sont concernés? Est-ce qu'il y a Non. une durée de vie limite qui ferait que, enfin, au-delà des cycles de vie qui peuvent être associés à tel ou tel type de matériel?
Alors non, les véhicules en circulation qui sont déjà immatriculés ou qui seront immatriculés jusqu'à 2030 ne sont pas concernés. Ce qui va rentrer dans le scope en 2025-2026, c'est une année de référence, comme ça a été le cas pour les tracteurs en 2019-2020, ce qui permet de fixer des objectifs de réduction de CO2 à partir de 2030 et au-delà. Donc les véhicules actuellement en circulation ne rentrent pas dans le scope, alors ce qui risque de faire ressembler d'aboutir à un surinvestissement peut-être sur la période 2025-2030 et un ralentissement brutal à partir de 2030. Je ne pense pas que la France ou l'Europe va ressembler à Cuba en termes de véhicules, mais on n'est pas loin d'avoir cette logique si on raisonne long terme. En tout cas, pas d'inquiétude à avoir sur les véhicules actuellement en circulation. Actuellement, et ceux qui seront en vente jusqu'à 2030. Tout à fait. Alors, sauf changement, bien sûr, de la Commission européenne, puisque on voit que pour les véhicules tracteurs, elle est capable de changer de braquet et d'accélérer, ce qui n'est pas bon, hein. Ces changements de braquet, quand on a je parlais pour les véhicules tracteurs, hein, c'est de la recherche et développement dont l'échelle de coût, c'est de l'ordre c'est en milliards, hein, qu'on raisonne. Quand on change de motorisation pour aller sur des performances au-delà de celles existantes. On voit que la semaine dernière, il y a eu un recul net sur l'Euro 7. On n'est donc pas à l'abri de changements en la matière. Mais on voit aussi qu'on passe de 30 à 43% sans aucun calcul scientifique qui étaye ce type d'objectif. Donc c'est vraiment de la négociation, pardonnez-moi, mais de marchand de tapis actuellement qui se passe au niveau avec la Commission européenne et avec les différentes commissions. C'est vraiment en fonction de ce qui est atteignable ou pas et prouver que ça l'est ou que ça ne l'est pas. Et vous voyez, les arguments qui sont avancés par la Commission européenne, je vous ai mis quelques slides à la fin, c'est il suffit de réduire de 25% le poids d'un véhicule pour que ceci soit parfaitement atteignable. Bonjour, est-ce qu'il peut y avoir un espoir à ce que les dimensions de véhicules soient révisées par rapport aux éléments aérodynamiques? Ça fait partie effectivement des éléments qui sont sur la table, parce que l'aérodynamique est particulièrement mise en avant par la Commission européenne comme étant un élément d'amélioration de la performance. C'est pas forcément avéré sur un certain nombre d'usages, hein, que ce soit en milieu urbain ou en milieu régional. L'aérodynamique ne vaut vraiment que quand vous avez des longues distances, des trajets sur autoroute. Voilà, c'est là que ça joue vraiment à plein en termes de consommation et d'émissions de CO2. Donc, il y aura effectivement potentiellement des leviers, mais aujourd'hui, le retour d'expérience sur les véhicules avec des appendices aérodynamiques est relativement faible. D'abord, ça représente un coût assez important, des contraintes opérationnelles sur les ouvertures, fermetures de portes, etc., et d'entretien, parce que c'est des zones qui sont sujettes à des casses. Et donc, pour l'instant, les leviers sont, pour l'instant, sur le papier, la réponse à votre question, c'est oui. Il y aura sans doute des améliorations, mais attention au retour d'expérience. On en voit sur les salons, on en voit beaucoup moins sur les routes. J'avais une question, enfin deux questions en fait. Le véhicule de référence en fait, semi-remorque, sera déterminé au niveau européen ou c'est par constructeur? Donc par exemple, admettons Fruoff a son véhicule de référence fourgon 2 essieux ou 3 essieux, et c'est à partir de référence que seront calculés le vecto ou c'est par rapport à un véhicule type européen? Alors c'est effectivement, j'ai peut-être été un peu rapide sur le sujet. Il y a un véhicule européen de référence pour les réceptions unitaires. D'accord. Et pour les réceptions en série, c'est là où la période de référence 2025-2026 rentre en ligne de compte. Ça devient le véhicule de référence du constructeur. Alors, paradoxalement, il peut presque être intéressant pour le constructeur d'avoir un véhicule de référence qui soit peu performant environnementalement en termes d'émissions. Après, il faut voir s'il sera en mesure d'être accepté par l'acquéreur du véhicule, mais ce sera propre au constructeur à partir du moment où il fait des RCE, c'est-à-dire des réceptions européennes, ou des NKS, c'est-à-dire des petites séries.
Oui, donc dans des cas comme ça veut dire que les constructeurs français seront moins pénalisés que si c'était c'était une référence, je dirais, européenne. Et est-ce qu'il y a des discussions, justement, ça rejoint le dual trailer, c'est-à-dire la semi-remorque plus un dolly plus une semi-remorque, il y a des... comment dire, est-ce que ça va être accepté bientôt en France ou pas? Est-ce que c'est une piste de développement? Je sais qu'en Alors, Espagne, ça commence à l'être. D'ailleurs, ouais. Alors ça, c'est un autre sujet, c'est sur les poids et dimensions. Et très clairement, il y a des questionnements qui sont portés. Il y a une volonté d'expérimentation du côté français. Il y a effectivement des pays dans lesquels ces éléments sont déjà mis en œuvre. Ça rentre pas en ligne de compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous indiquais, la Commission européenne fait véhicule par véhicule. Et elle va prendre, elle saucissonne littéralement la performance de chaque tranche du véhicule dans son ensemble, le tracteur, la remorque, la semi-remorque, etc. Oui, mais pour autant, on transporte plus de marchandises avec un seul camion, donc in fine. Alors, ça fait partie des éléments qu'on met sur la table. Ça fait partie aussi, par exemple, au même titre que l'intermodal. Si vous voulez un véhicule qui fait de l'intermodal, si on veut promouvoir cette technique, il fait pas d'émissions de CO2 quand il est sur sa partie ferroviaire. Donc on essaye de plaider, de mettre en avant ces éléments, mais aujourd'hui on est sur un modèle qui est pris en compte dans le logiciel VectoTrailer qui est extrêmement basique. Et mes collaborateurs qui ont participé au test de VectoTrailer y ont participé sur les 5 dernières années. Donc l'amélioration du logiciel, même si elle est envisagée aujourd'hui, pour prendre en compte ce type de problématique et de configuration, elle n'est pas encore dans les tuyaux. Donc je peux pas, et compte tenu du calendrier, je pense qu'il faudra attendre quelques années avant d'avoir une réponse précise pour vous répondre. Là, je vais rajouter concernant l'EMS, donc c'était la question annexe. TLF a porté cette action et cette demande auprès de pouvoirs français, des pouvoirs publics en France et aussi en Europe auprès de la Commission. Et donc, en France, il y a une enquête, ou plutôt comment il s'appelle, l'IEDD, qui a été chargée d'une mission à travailler sur l'opportunité de faire des tests. Hein. Nous avons répondu à cette mission. Le rapport a été rendu à Clément Beaune, mais il est resté non public. Donc, nous cherchons à en connaître le contenu, parce qu'il y a certains adhérents qui ont été auditionnés, certains adhérents de TLF. Et au niveau de l'Europe, actuellement, il y a une révision de la directive poids et dimensions. Et parmi les propositions de la Commission figure une proposition qui concerne l'EMS pour développer ce dispositif dans les pays européens et même autoriser le transport transfrontalier pour ces ensembles articulés plus longs que d'habitude. Oui, tout à fait, Olga. Alors ça fait partie des problématiques, enfin des sujets qui sont complémentaires, qu'on aimerait voir prendre en compte dans leur globalité, parce que ça participe à la réduction des émissions de CO2 du transport, et directement même associé à la problématique du véhicule lui-même, à la conception même du véhicule. Mais pour l'instant, à ce stade, on n'a pas d'éléments pour la France. Bonjour, merci pour la présentation. Petite question, on parle beaucoup des gros carrossiers, mais les carrossiers, on va dire à taille humaine, beaucoup plus petits, qui sortent quelques dizaines ou centaines de carrossages à l'année, est-ce qu'ils auront toujours cette capacité de pouvoir produire malgré toutes les difficultés techniques qu'on va leur apporter? On parle de poids. Bien souvent, les carrossiers indépendants ont des carrosseries un peu plus lourdes que des carrossages industrialisés. Est-ce qu'ils seront en capacité de mener de front des analyses pour diminuer le coefficient donc le CX pour diminuer le CX? Enfin, comment eux ressentent, petits carrossiers, ces évolutions
réglementaires à moyen terme, est-ce qu'ils seront en capacité de passer le pas ou est-ce qu'on n'aura plus le choix d'aller sélectionner des carrossiers industriels? Alors, ce sont tous des industriels, mais y compris que vous appelez les petits carrossiers, mais qui sont extrêmement présents en France et puis dans un certain nombre de pays européens. C'est essentiellement l'affaire de TPE-PME parce que c'est un métier de proximité avec des transporteurs qui, pour beaucoup, sont aussi des TPE-PME. Donc, il y a une relation qui est forte et souvent historique. Et on fait en sorte justement qu'ils soient en capacité de s'adapter. C'est pour ça qu'on les forme. C'est pour ça qu'on les accompagne pour faire en sorte qu'ils soient en capacité, déjà dans un premier temps, d'être opérationnels dès 2024 pour les émissions des documents qui sont obligatoires et qui, s'ils ne les émettent pas, ne leur permettront pas de produire l'immatriculation. Après, pour ce qui est de l'amélioration de la performance, c'est pour des petits volumes ou pour les réceptions individuelles, c'est par rapport aux véhicules dits de référence. Je pense que notre retour à ce stade, on pense que par rapport aux véhicules de référence, c'est sensiblement plus facile d'atteindre les objectifs fixés par la Commission européenne. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est plus simple parce que vous pouvez jouer sur certains paramètres. Vous l'avez évoqué sur l'un d'entre eux, notamment le poids. Mais je rajouterais l'aérodynamique, la résistance au frottement, notamment à travers les pneumatiques ou les essieux, qui permettent de réduire et d'atteindre les émissions de CO2. Après, il faudra voir sur pièce et il y aura 4 ans, 4 ans de mise en œuvre pour essayer d'atteindre, pardon, un peu plus de 5 ans, pour essayer de voir comment réduire les émissions de CO2 du véhicule. C'est clair. Mais on fait en sorte que le système soit accessible aussi aux TPE, PME. C'est pour ça qu'on les accompagne, non seulement à travers la formation, mais à travers un certain nombre de dispositifs. Je ne peux pas rentrer dans les détails en la matière, mais on va leur offrir des produits pour les accompagner justement au plus près. Il nous reste encore 4 minutes. Si vous avez envie de poser encore une question, profitez. J'argumenterais juste en disant que la baisse de poids à vide de véhicule, on en sait quelque chose et on sait qu'après, il faut récupérer les morceaux de la semi-remorque par terre. Donc, arrêtez d'enlever du fer aux semi-remorques. Alors, j'entends le message que je retransmettrai. C'est effectivement, on est sur des contraintes de résistance des matériaux qui fait que il faut il faut atteindre des objectifs qui sont parfois contradictoires. C'est évident qu'on va devoir aussi envisager pour certains l'emploi de matériaux plus légers. Peut-être être plus habile pour être hors champ par rapport à la réplique et par rapport à la réglementation. Penser qu'il y aura un rattrapage par la patrouille tôt ou tard. Donc c'est pas forcément la voie à explorer la plus long terme. L'objectif, c'est de faire en sorte, et on travaille aussi avec un certain nombre de fournisseurs qui, eux, sont en capacité de proposer des améliorations qui vont forcément avoir une incidence sur la performance environnementale. On reste en relation de façon étroite avec Olga, on échange suffisamment régulièrement, donc on se tiendra au courant des évolutions réglementaires en la matière. Il y en aura forcément. On espère qu'elles iront dans le bon sens. On a quand même quelques espoirs que nos actions de lobbying menées au niveau européen nous permettent de gagner un peu de terrain et d'amener la Commission européenne à des positions plus réalistes. Mais on est sur un champ de décision qui est tripartite entre les États, notamment les États comme la France, l'Allemagne, la Pologne, qui essayent d'influer sur ce dossier. La Commission européenne qui se lave un peu les mains du sujet en étant purement dans une théorie, mais qui quand même est un petit peu embarrassée, qui nous dit qu'elle ne souhaite pas que les pénalités soient appliquées, mais que quand elles sont sur le papier, quand elles sont écrites, c'est qu'elles sont faites pour être appliquées. Et les parlementaires européens qui sont, et ça répond peut-être à une question qui a été posée parmi les premières, la couleur des parlementaires, elle tend à aller vers un vert un peu rouge parfois, et ça influe forcément sur
sur les décisions politiques et on reste sur des choix qui sont extrêmement dogmatiques et très très éloignés de la réalité du terrain. Ouais, ce qui risque de se passer, c'est que les pénalités vont être portées sur le prix de vente du véhicule, hein, comme la malus automobile. C'est un risque aussi. Alors, est-ce que vous êtes prêt à payer les véhicules 2 fois plus cher? Vous savez, avec l'électromobilité qui nous approche et la décarbonation, croyez-moi qu'on va tous y passer. Hein. Je crois que pour l'électromobilité, c'est 3 fois plus cher. Donc, Voilà. effectivement, si on n'est que 2 fois plus cher, c'est acceptable. Je plaisante. Exactement. Hein, bien sûr. Bon, merci beaucoup, Benoît. C'était super. De rien, Olga. Et merci aussi pour votre écoute. Merci à tous. Très bon après-midi. Ce support va être partagé dans les actualités TRM. On en fera une synthèse, oui. Voilà, ainsi que le replay de ce webinaire. Merci. Très bon après-midi. À bientôt.